à tous les trois. Merci d'être avec nous pour ouvrir cette édition de CX Paris All Verticals. Donc, l'innovation, effectivement, c'est qu'on fait un focus sur les secteurs durant toute cette journée. Peut-être pour commencer, déjà, merci pour le clin d'œil, hein, le pull de Noël. C'est sympa, ça nous met vraiment dans l'ambiance de cette fin d'année. Et merci pour le clin d'œil et pour l'attachement à relation client que vous manifestez au sein du SP2C, au sein de la marque Association Fidèle pour Relations Clients Magazine. Justement, un petit mot de présentation, peut-être Marie-Louis, qu'est-ce que c'est que la marque ? La marque, synthétiquement, c'est 300 entreprises qui cheminent ensemble sur le perfectionnement, l'optimisation du management de l'insatisfaction client, notre fameux slogan qui dit beaucoup, qui est le fameux « transformer le pépin en pépite ». Le SP2C, Caroline ? Oui, alors merci Martine de ton invitation. Donc bonjour à tous. Le SP2C, c'est le syndicat professionnel des centres de contact. Donc ça ressemble les principales entreprises françaises de l'expérience client externalisée pour un marché français de plus de 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui preste effectivement avec 52 000 salariés en France pour tous les secteurs effectivement de l'expérience client en France. Très bien, on y reviendra avec des exemples concrets tout à l'heure. Michael Puldowski, un petit mot de présentation de KPMG France et de ce que vous faites en termes de baromètre sur l'expérience client. Merci. Oui, donc moi je fais partie de KPMG, donc c'est une boîte d'audit et de conseil, je pense que vous la connaissez. Il se trouve que depuis maintenant quelques années, on est très investi dans tous les sujets d'expérience client. Et on a notamment une étude annuelle, c'est la 4e année qu'on l'a sortie il y a moins d'un mois, sur l'expérience client au sein de 11 secteurs et 241 marques. C'est à ce titre que j'ai le plaisir d'être avec vous. Parfait. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, selon vous, une question qui s'adresse à vous trois, les différents secteurs de l'économie sont-ils alignés en termes d'expérience client ? Est-ce qu'il y a des champions ? Est-ce qu'il y a des mauvais élèves ? Qui veut commencer ? Vous me permettez de rebondir. Alors, la réponse simple, c'est non. Évidemment, il y a d'assez grandes différences. Si j'en crois mon propre baromètre, où en fait il y a une note agrégée, on interroge des consommateurs, en fait 7200 consommateurs cette année. On observe des différences assez importantes sur une note sur 10. C'est quasiment un point de différence entre les secteurs leaders et les secteurs un peu à la traîne. Dans ces secteurs un peu à la traîne, on trouve un petit peu la logistique, l'énergie, les telcos. Néanmoins, ce qu'on observe depuis des années, c'est une forte progression. Et tout le monde progresse fortement. On est à plus de 0,2 de moyenne et presque 0,3, 0,5 sur les secteurs les plus à la traîne. Et la réalité, c'est que tout le monde investit dans l'expérience client et qu'on se retrouve à avoir une certaine harmonisation d'un certain nombre de choses. Je pense qu'on va en parler, mais des sujets d'omnicanalité, de qualité des services clients notamment, c'est là où les entreprises ont le plus investi dernièrement. Très bien. Marie-Louis, selon vous, les secteurs sont-ils alignés en termes de performance ? Je reprendrai ce que disait Michael, je pense qu'on en est d'accord là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse peut-être, c'est en faisant un petit pas de côté, c'est de regarder plutôt peut-être la disparité qu'il y a au sein de ces mêmes secteurs. Et là, on se rend compte que dans des secteurs, on peut avoir de très belles entreprises qui ont vraiment investi sur le sujet de l'expérience client, de l'orientation client, et qui peuvent effectivement se distinguer, là où dans un même secteur, certains seront beaucoup plus à la traîne. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que aussi certains secteurs sont, j'ai envie de dire, peut-être nativement orientés vers l'attente du client, vers la gestion des émotions. En cela, je pense beaucoup notamment au secteur de l'assurance, alors qui est souvent critiqué dans la manière dont il peut être perçu, mais pour lequel j'avoue avoir une certaine tendresse. Et puis dans d'autres secteurs, on se rend compte que l'arrivée de troublions, par exemple, comme Uber en son temps, dans l'univers notamment de la mobilité sur Paris, a obligé, par exemple, ce secteur vraiment à bouger. Donc voilà, il y a sans aucun doute des disparités sectorielles, mais il y a aussi de fortes disparités dans les secteurs. Et pour en finir, en faisant une petite allusion, je crois que c'était Alfred Sauvy, qui est démographe, et qui disait, voilà, dans l'hémisphère nord, les gens mangent trop, dans l'hémisphère sud, les gens ne mangent pas assez. Si on fait une moyenne, finalement, c'est assez flat. Et du coup, je pense que voilà, c'est aussi pareil dans les secteurs, ça peut être assez trompeur, donc de ne pas se tromper de lunettes et de questions. Voilà. Très bien. Caroline, est-ce que vous avez un point de vue sur oui, alors, le point de vue des outsourceurs ? Oui, comme je disais, mes adhérents accompagnent effectivement tous les secteurs d'activité en termes de maturité, d'expérience client. Et je rejoins l'analyse de Marie-Louis. Nous, on ne parle pas de différence sectorielle, on parle plus de différence de marque, de maturité effectivement dans la fidélisation, dans l'expérience client au sens large. Là, l'enjeu à mon avis pour les marques, ça va être effectivement de trouver le bon partenaire pour être accompagné sur un parcours client à 360 degrés.
Absolument. Très bien. Alors, retail, luxe, service public, vous l'avez expliqué, hein, tous n'ont pas la même maturité. Il y a aussi une lunette à avoir sur les acteurs en question. Pour autant, les clients vivent une expérience, elles, décilotée dans leur vie, hein. Alors, pour vous, experts de ces sujets-là, quels sont les facteurs clés de succès pour qu'une entreprise devienne une entreprise client-centrique, côté marque et peut-être côté prestataire, outsourceur? Qui veut commencer peut-être? Je peux reprendre la main si on le fait dans le même sens. Ce qu'on observe cette année, je pense que la client centricity, c'est un mouvement, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui étaient parties du produit, qui sont allées vers le client. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle client centricity, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Je suis assez d'accord sur ces notions de maturité. Ce qu'on observe cette année, c'est ce qui a été plébiscité, c'est quand même toutes les marques qui ont réussi à garder des interactions humaines dans leurs échanges, sur tous les canaux, aussi bien digitaux qu'en boutique ou qu'à distance. Et aujourd'hui, c'est des marques qui ont une capacité à comprendre le client. Et comprendre le client, c'est évidemment l'observer, mais c'est ce qu'ils font depuis un certain temps. Mais c'est aussi aujourd'hui, c'est interagir avec, c'est faire du relationnel, du conversationnel, c'est capturer sa voix et c'est surtout agir derrière. Et aujourd'hui, les bonnes pratiques pour être client-centrique, c'est de rentrer dans ces boucles. Alors, on appelle ça close the loop en anglais, mais en français, on pourrait dire fermer la boucle. C'est d'être en capacité de réagir. Vous parliez tout à l'heure des pain points et de cette capacité à rebondir sur comprendre en fait quelles sont les causes racines des problèmes, mais aussi des attentes et des possibilités de co-créer ensemble. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on crée des dynamiques dans des entreprises, en mettant en place ces capacités de maîtriser sa data au final. Très intéressant. Caroline, un petit point de vue. Alors, point de vue outsourceur, nous on se rend compte que la relation outsourceur-marque évolue effectivement vers un partenariat gagnant-gagnant. Nous on leur apporte effectivement l'expertise aujourd'hui. L'expertise qu'on voit dans d'autres secteurs et dans d'autres entreprises, avec une vision effectivement 360 et ça va au-delà de la simple gestion de la relation client. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a eu un événement SP2C il y a quelques temps où il y avait aussi cette approche sectorielle et on voit qu'au sein de la communauté des outsourceurs, il y a une vraie spécialisation par secteur d'activité. Ah, complètement. Et effectivement, ça va au-delà de la simple gestion de la relation client, ça va du conseil à la création effectivement du parcours client. Si je peux citer un exemple, je pense par exemple à Armatis qui accompagne Carrefour, qui s'est vraiment inscrit dans une expérience client très forte à tous les échelons, de la caissière en passant par le drive, par la livraison. Et Armatis accompagne Carrefour avec une formation immersive à tous les niveaux effectivement de l'entreprise autour de la relation client, avec l'objectif de remonter tous les paints, effectivement, avant 11 heures, en comité, pour ensuite trouver la solution tous ensemble et généraliser la solution. D'accord, donc le facteur clé de succès finalement pour une entreprise client-centrique, c'est aussi cette capacité à remonter les infos de manière quasi instantanée, hein. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Marie-Louis, pour vous, qui êtes au cœur de la réclamation client quand même. Donc, dans ce que je viens d'entendre, on parle des pain points, on parle de l'insatisfaction, de la réclamation. C'est quelque chose d'ailleurs qui a été, j'ose dire, théorisé notamment par deux universitaires que sont Daniel Ray et William Sabadi, qui nous disent finalement qu'il existe deux types d'orientation client. Deux types de culture client. Une qui est ce qu'on va définir l'excellence client, qui vise en fait à viser justement l'excellence comme un objectif de l'entreprise vers lequel tout le monde doit tendre. Et paradoxalement, cette orientation excellence client a un défaut, c'est que très rapidement, il donne à vivre à chaque collaborateur chaque insatisfaction, chaque frustration, chaque irritant comme finalement l'incapacité de l'entreprise à atteindre l'objectif fixé. Et donc en fait, très rapidement, l'entreprise va et les collaborateurs pour ne pas vriller, vont masquer justement ces irritants et très rapidement il va y avoir une déconnexion entre ce qui va être réellement remonté et la réalité du terrain. Et donc finalement on va avoir des entreprises qui vont se déconnecter dans un premier temps du terrain, puis qui vont se déconnecter de leur marché et donc partir en vrai. Et la deuxième chose, donc on a parlé d'une orientation excellence client, puis il y a une autre orientation qui est une orientation réclamation client, et qui, elle, par contre, consiste à mettre le poids du corps sur l'identification de tous les irritants, toutes les frustrations, toutes les déceptions, pour pouvoir se les attaquer les uns après les autres, les polir, et arriver, in fine, à quelque chose qui tendra vers une quête de l'excellence, mais dont on sait qu'elle n'est jamais atteinte. Et donc, en cela, je pense que cette orientation réclamation client est, ce que nous disent les universitaires, probablement une des clés, si ce n'est peut-être la clé, peut-être la plus simple, la plus abordable, pour atteindre justement une efficacité relationnelle et une qualité relationnelle importante.
D'accord, très clair sur effectivement ces facteurs clés de succès-là. Au sein de la marque, vous pouvez peut-être nous expliquer le type d'adhérents qui sont les vôtres. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont plus remarquables, qu'on pourrait peut-être mettre en perspective ce matin? Je crois que la démarche remarquable, pour en citer une, et peut-être y en a-t-il pas d'ailleurs des milliards, je pense que c'est d'arriver à reconnecter justement souvent l'ensemble de l'entreprise au terrain. On évoquait tout à l'heure un grand distributeur qui est Carrefour. Je ne sais pas si c'est le cas chez lui, on va dire c'est valable pour tout le monde sauf pour lui, mais on s'est rendu compte que dans un grand nombre d'entreprises, en fait, finalement, plus on était loin du client, plus on avait professionnellement réussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on était à la Défense, professionnellement, dans l'imaginaire collectif. Ouais, et dans la réalité de grand nombre d'entreprises. C'est-à-dire que le client, je ne veux pas dire que c'était sale, mais en tout cas, c'était bon, on avait un peu échoué. Et plus on était partenaire, plus on était directeur, et finalement, moins on voyait le client, plus c'était presque une distinction de réussite. Donc, dans ce système, je pense qu'il y a une nécessité de revenir, de reconnecter. Et nous, c'est ce qu'on constate, c'est que maintenant, ce sont souvent des DG qui nous sollicitent pour nous dire on aimerait changer, on aimerait revenir à une orientation, à une réalité client, mais aidez-nous, parce qu'en gros, on sait que notamment les chiffres qui remontent sont faux. Et donc, je pense qu'il y a cette nécessité de réarrimer finalement l'ensemble de l'entreprise à la réalité. Et puis, un autre point qui est issu, alors non pas du retail, mais notamment dans l'hôtellerie. Il n'y a pas très longtemps, on était une présentation, et c'était le directeur général du Georges V, qui, à ma grande surprise, et finalement, ça aurait dû me paraître évident avant même qu'il ne le dise, mais qui disait que son objectif, c'était de faire remonter un maximum d'insatisfaction et de réclamations quotidiennes. En fait. Le but, c'était de pouvoir identifier, comme je l'évoquais tout à l'heure, cette orientation réclamation qui permettait d'imaginer, de réimaginer cette industrie de l'hôtellerie de luxe et de pouvoir anticiper pour le lendemain les besoins ou les non-besoins ou les futurs besoins de ses clients. Très intéressant. Alors, on voit effectivement les patrons, quand le sujet de l'expérience client monte au niveau CEO et à ces niveaux de l'entreprise, un changement de paradigme assez... Quand Dieu veut, généralement, ça marche. Tout à fait bien résumé. Alors, un petit peut-être focus maintenant sur les stratégies relationnelles remarquables que vous pourriez partager avec nous. Remarquables, pardon. Michael, donc vous venez de sortir une étude qui passe en revue tous les secteurs d'activité avec un certain nombre de KPI d'efficacité relationnelle. Cette étude, elle sera d'ailleurs à retrouver sur relationclientmag.fr en ligne et une partie dans le magazine qui est distribué également ce matin. Michael, selon vous, pouvez-vous nous partager quelques stratégies relationnelles dont on pourrait s'inspirer quotidiennement dans nos entreprises? Oui, avec plaisir. En fait, déjà, j'aimerais prendre un peu le contre-pied parce qu'on parle beaucoup de clients. Je pense d'ailleurs que ça a été le focus de beaucoup de stratégies et de se dire je commence pratiquement ma relation à la transaction juste avant la transaction. Et je pense qu'en fait aujourd'hui dans les relations les plus matures, je me pose la question du prospect, je me pose la question de l'ancien client, j'essaye potentiellement même de me poser la question du suspect. Il y a deux programmes relationnels aujourd'hui qui m'ont marqué dans les derniers mois. Il y en a un qui est assez connu, alors je vais passer vite dessus, mais c'est celui de Decathlon. Qui a changé, parce que pour moi c'est un changement de paradigme. On passe de quelque chose qui était très basé justement sur la transaction et combien j'achète et donc j'ai des points, à non, en fait je fais du sport et j'ai des points. Et en fait on rentre dans cette notion où l'entreprise va récompenser l'usage du produit, et quelque part ça crée une tendance à se poser d'autres questions sur cette relation client et plus à se demander qu'est-ce qu'il va acheter chez moi mais comment il va utiliser le produit. Et je pense que c'est aussi ça qui amène aujourd'hui à des nouveaux modèles tels la location que Decathlon promeut. Il y en a un autre qui est un peu plus peut-être un peu plus confidentiel, qui vient d'être lancé et dans un monde, parce qu'on parle tous de gamification. Donc moi j'ai envie de vous parler d'e-sport. C'est un truc que tout le monde n'utilise pas tous les jours. Il y a une team qui s'appelle Vitality. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la croiser. C'est plutôt un truc de très très jeune en général, mais ça peut arriver. Il y a peut-être des gamers dans la salle. Ils ont sorti un programme pour engager leurs fans qui s'appelle eHive. Il y a très peu de temps, qui est basé sur la blockchain. Bon, ça c'est sur les NFT. Mais l'idée, c'est vraiment de repenser sa relation en se disant je veux créer un relationnel direct, non pas avec un client, mais quelqu'un qui apprécie ma marque.
je vais le récompenser dans tous ses engagements. Donc dès qu'il va parler de moi, dès qu'il va faire des choses pour moi, on va faire des quêtes. Donc on est vraiment dans la gamification à fond. Je vais lui permettre, il va avoir un avatar, il va pouvoir l'updater, il va pouvoir créer des skins. Enfin, on va créer son personnel au fur et à mesure. Et finalement, ces choses-là qu'on retrouve dans un monde très extrême peut-être de l'e-sport, aujourd'hui, dans mes conversations, dans nos conversations avec des marques de luxe, on a les mêmes. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout confidentiel, au contraire, c'est comment j'engage des gens, non pas une fois qu'ils sont clients, mais avant, pendant, après, et je reste relationnel dans la durée. Oui, ce qui change en profondeur finalement la relation de la marque avec son client. Caroline, au sein de vos adhérents, quelques exemples un peu remarquables justement de cet accompagnement. Je pense à 2 exemples. Je vais rebondir sur effectivement le luxe. Bluelink, je crois, sur Relations Client Mag, a publié sur son livre blanc. Et on s'aperçoit effectivement que le premier contact avec une marque de luxe passe par les réseaux sociaux ou les influenceurs. Et donc là, effectivement, ça remet en cause tout le modèle économique. Et par rapport aux outsourceurs, par rapport aux partenariats que j'évoquais tout à l'heure, on n'est plus dans des KPI effectivement de productivité, on est dans des KPI effectivement de panier, d'e-commerce et effectivement d'ambassade de la marque. Donc effectivement, les marques de luxe, je rejoins, effectivement, sont effectivement à la pointe en termes de digital et elles n'ont pas le choix de toute façon. Le second exemple, c'est plutôt vers la simplicité et la confiance. On l'évoquait avec Marie-Louis quand on préparait effectivement la table ronde. Amazon nous a tous bouleversés, effectivement, dès lors qu'on fait une réclamation, il nous rembourse ou il renvoie un produit sans même qu'on ait à justifier. On a un petit peu la même chose, par exemple, dans l'automobile, avec des nouveaux outils qui nous permettent de prendre un crédit automobile en moins de temps qu'il n'en faut, très rapidement. Je crois que c'était Majorel avec BMW qui l'avait évoqué. Absolument, le 13 septembre dernier. Et je crois que ça, effectivement, c'est assez innovant. La simplicité, même dans des aspects très administratifs des choses. Avec une évolution aussi très servicielle des marques qui embarquent toute une chaîne de valeur, dont les outsourceurs. Marie-Louis Alors, tout a déjà presque été dit, mais je pense qu'il y a un point qui me semble important. Je ne dis pas qu'on l'aurait tué, mais je pense que c'est vraiment la notion des collaborateurs. C'est aussi technique, il y a beaucoup de sujets sur lesquels les entreprises qui me semblent performent, pour prendre un vilain mot sur la relation, sur l'expérience client, ça passe quand même par les équipes. Et je pense que ça reste encore le parent pauvre, souvent la partie oubliée, et c'est finalement comment moi, marque, je mets réellement mes collaborateurs en capacité de pouvoir satisfaire, resatisfaire, et dans certains cas, mot très à la mode depuis un moment, enchanter le client. Et c'est finalement quel est le territoire de jeu que je donne à mes collaborateurs, sur lesquels je les accompagne, sur lesquels je leur donne des moyens, sur lesquels je les forme, pour leur permettre effectivement de répondre aux attentes du client, à l'exigence certaines fois forte de nos marques en termes de promesses. Et ça, c'est une notion qui est de subsidiarité qu'on voit notamment chez Decathlon, où Decathlon, on donne aux responsables d'univers sur la moquette la capacité de pouvoir vraiment sortir de la règle. On leur fait confiance. Et cette notion de confiance, je pense qu'elle est hyper importante à l'égard des collaborateurs comme des clients. Un exemple, pour ne pas être trop long, notamment dans l'univers bancaire, et ça date déjà d'il y a quelques années, où à l'époque, Olivier de Marignan, pour la petite histoire, qui venait d'être tout juste nommé directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest, se retrouve à un dîner où une personne se présente à lui comme un futur ex-client. Donc là, je ne sais pas s'il y a des banquiers, mais à ce moment-là, il voit son PNB fondre, et en fait, la personne lui explique que le matin même, il était dans une de ces centaines d'agences de son réseau, et que pour un différend qui portait sur quelques euros, après une grosse négociation au guichet, le guichet d'une petite œillade, bien entendu, lui dit bon voilà, normalement, il n'y a pas de problème, vous devriez avoir votre rétrocession, je demande à mon chef, mon responsable d'agence. Et donc, ça voulait dire, finalement, je ne suis pas en capacité moi-même de pouvoir régler ce différend. Et en fait, ce que Olivier s'est dit, c'est que nous mettons finalement nous-mêmes nos collaborateurs en situation d'échec parce que l'expérience, la relation qui est proposée à nos clients est défectueuse. Et donc finalement, de ce qui a été mis en place, et donc à savoir une délégation, c'est-à-dire une enveloppe permettant à chaque collaborateur, sur chaque insatisfaction, de pouvoir jouer dedans, de permettre aux collaborateurs d'éprouver de la confiance et donc de pouvoir s'engager. Et aujourd'hui, dans nos entreprises, je pense que notre gros défi pour 2023, c'est plus le collaborateur que le client. En tout cas, ça, c'est ma conviction. C'est demain,
pas de bras, pas de chocolat. Donc il va falloir trouver la capacité à fidéliser et à attirer. Et donc le collaborateur qui s'engage, le client qui lui a cette nécessité d'avoir une réponse efficace, et puis surtout parce qu'on n'est pas des bisounours, c'est une efficacité de dingue parce que c'est 80% de réclamations qui ont trouvé une réponse au premier contact. Donc on voit bien que toute la chaîne client, collaborateur et entreprise est pleine. Et donc, intrinsèquement lié en termes de performance. Parfait, alors il nous reste quelques minutes pour aborder peut-être ensemble le bilan. On est en décembre, on a des beaux pulls de Noël. Encore merci à vous pour le clin d'œil. Au terme d'une année dense, je crois, pour chacun, pour tous les acteurs, quelles que soient les organisations. 2022 a encore été une année de défis et de challenge. En quelques mots, il nous reste 4 minutes. En quelques mots, comment vous qualifieriez l'année et quels sont, selon vous, Marie-Louise, vous l'avez un petit peu évoqué, hein, mais le grand focus qu'il faudra faire en 2023. Michael, pour commencer. Merci. Je pense que cette année, ce qu'on ressortait dans l'étude, il y a un peu 3 grands défis quand on crée des nouvelles expériences. Le fait que tout le monde ait autant investi fait qu'il y a quand même une certaine harmonisation. Donc j'ai un besoin aujourd'hui de me différencier. Et il y a une année qui avait commencé par beaucoup d'innovation, par la technologie, par l'optimisation des business models. Et c'est quelque chose qui va continuer. Il y a aussi ce besoin de fidéliser parce que le client il est sursollicité, donc il y a un besoin de le conserver et de garder cette relation qui a été quand même, je ne peux pas rentrer trop là-dedans, mais qui a été très fortement changée dans les périodes de confinement. Les méthodes, les manières de faire, on avait parlé de nouveaux clients l'année dernière, il faut le recapturer quelque part, il faut le réenchanter et il faut arriver à conserver cette relation dans le temps. Et finalement, dans tout ça, il faut mettre du sens. Et, le sens, moi j'ai envie de vous dire, il est déjà là, il est dans une révolution qui est en cours, c'est l'ESG. Tout le monde en parle, tout le monde le vit, ça va devenir d'autant plus important. Mais peut-être que le défi de l'année prochaine, c'est d'arriver à faire finalement ces 3 choses dans un monde où il y a un contexte inflationniste. Ça va être compliqué de changer les produits et les offres sans augmenter ses prix. Et donc le défi il est sûrement dans cet équilibre, garder cette qualité d'expérience tout en se mettant au niveau attendu par les clients pour qu'ils restent en capacité d'être votre client. Tout à fait, très intéressant. Caroline, un petit mot de conclusion, le bilan que vous tirez de cette année et les gros enjeux. Alors, bilan, je rejoins effectivement les problématiques de recrutement. C'est pour ça que le SP2C a lancé sa campagne digitale pour revaloriser le métier, effectivement les conseillers clients. Et les carrières qui en découlent. Très belle carrière. Ça serait un autre sujet de table ronde. Pour l'année prochaine, effectivement, c'est de poursuivre la continuité. On est un secteur qui est très engagé dans la RSE depuis des années, contrairement aux idées reçues. Et effectivement, ça va être le sujet avec la sobriété, alors pas qu'énergétique, effectivement, l'année prochaine. Nous, au sein du SP2C, on a créé un groupe de travail constitué sur le sujet pour effectivement sortir un guide sectoriel, un indice de la relation client sur la sobriété. Enfin, c'est le gros sujet de l'année prochaine avec la Très bien, on suivra ça de très près dans Relations Clients Magazine. Marie-Louise, un petit mot de conclusion, votre bilan et quelques enjeux à venir pour 2023. Alors sur la partie bilan, nous, le Père Noël nous a apporté dans l'année le complaint model, qui est un moyen pour chaque entreprise qui le souhaite de pouvoir réellement valoriser financièrement le bon management de sa réclamation client. Et je crois qu'on l'a dit, l'année à venir sera chahutée en termes économiques et du coup permettre aux acteurs de la relation client de pouvoir valoriser en kilo-euros leur management de la satisfaction de l'insatisfaction client me semble être une bonne chose. En termes de perspective, voilà, je ne vais pas être original, je rejoins, mais après, il y a peut-être deux choses. Il y a vraiment, je pense, en rugby, 2023 était l'année de la Coupe du Monde. Clairement, il y a un proverbe, tout à l'heure on parlait des Anglais, c'est le no scrum, no wins, c'est pas de mêlée, pas de victoire. Et je pense vraiment que 2023, c'est no player, no games, quoi. Et c'est-à-dire qu'en gros, ça va être de réussir avoir les talents dans nos équipes pour pouvoir déjà jouer les matchs. Et ça me semble extrêmement important. Et puis le deuxième, qui t'a passé pour quelqu'un de très, très opérationnel, mais j'y tiens. Je pense que 2023 va être très compliqué aussi. On a parlé de l'inflation, on a parlé de la défiance, mais ça, on en parle déjà depuis une vingtaine d'années. KU, Calgan ne nous ont pas attendus pour ça. On va avoir des relations qui vont être de plus en plus fortes. Et donc sur les incivilités, sur les agressions, je pense qu'il y a un vrai sujet qui nous faut anticiper. Oui, le mouvement, finalement, les clients sont de plus en plus aussi à fleur de peau et donc il faut avoir en face nos collaborateurs aussi. Des gens pour les gérer. Ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les trois. On peut vous applaudir pour ce partage d'expérience.